Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une de l'actualité. Ce soir, retour sur le dialogue national qui s'achève sur une note d'espoir, débouchant sur des propositions concrètes pour résoudre la crise politique. Parmi elles, la fixation de la présidentielle au 2 juin 2024, une ouverture partielle des candidatures et des directives claires pour la période de transition. À Abu Dhabi, la 13e conférence des ministres du Commerce s'engage dans une étape déterminante marquée par des négociations essentielles avec la participation de délégations. On y reviendra tout à l'heure. Et puis ce soir, notre grand format découverte nous amène au centre de formation professionnelle horticole de Cambérène, bastion de l'excellence et de l'innovation en horticulture, spécialisé dans le maraîchage, la production d'arbres fruitiers et les plantes ornementales. Ce centre incarne une vision ambitieuse de l'agriculture durable au Sénégal. Et puis retour également sur les interventions des femmes en marge de ce dialogue, véritables ambassadrices du Sénégal sur la scène internationale. Elles s'illustrent dans la promotion culturelle et au sein des organisations. On y reviendra dans cette édition. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Le chef de l'État a reçu cet après-midi la coordination des étudiants de Saint-Louis. Dès le début de l'audience, le président Macky Sall a fait observer une minute de silence en la mémoire des étudiants Aloya Yoro Tonkara et Prosper Senghor, décédés récemment lors de manifestations à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les échanges ont permis de trouver une convergence de vues sur la nécessité d'éviter la violence pour apaiser l'espace universitaire et prendre en charge les préoccupations d'ordre pédagogique et social qui se posent au sein de l'université Gaston Berger. Très attristé, le président Macky Sall a encore présenté ses condoléances et décidé d'accompagner les familles des victimes pour les soutenir dans ces épreuves difficiles. Et puis, nous reparlons de l'ouverture hier à Diamniadio du dialogue national en direction de la présidentielle de 2024. Le président Macky Sall a convié toutes les forces vives de la nation à des concertations sans tabou. Un rendez-vous majeur parce que le Sénégal est confronté à une situation inédite, lourde de menaces sur la paix, la sécurité et la stabilité. Le chef de l'État a par ailleurs réaffirmé son engagement à se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel. Compte rendu avec Aboubakry Kane. Le Centre international de conférence Abdou Diouf à l'honneur pour accueillir le dialogue national en prélude à la présidentielle de 2024. Le dialogue, une tradition bien sénégalaise où toutes les forces vives de la nation sont conviées pour la recherche d'un large consensus. Dans l'histoire des nations, il est des moments d'adversité politique auxquels il faut savoir mettre un terme par le dialogue et le consensus pour l'intérêt supérieur de la nation qui transcende les intérêts particuliers et partisans, sous peine d'aller vers des lendemains incertains. Un appel à l'union des forces pour un seul et unique objectif, l'invite à un sens des responsabilités, non sans rappeler un engagement solennel. Je tiens à réaffirmer de façon claire et nette que le 2 avril prochain marquera la fin de mon mandat et la fin de ma mission à la tête du Sénégal. Je l'avais dit et je le maintiens. Notre pays se retrouve à un carrefour important. Nous sommes à la croisée des chemins. Mon souhait, c'est que nous puissions aller vers une élection apaisée, inclusive et transparente. Après avoir reçu des candidats validés et d'autres recalés par le Conseil constitutionnel, le président de la République ouvre à travers cette rencontre de larges discussions dans un esprit d'ouverture pour des solutions partagées et le renforcement de la démocratie sénégalaise. Le dialogue et la concertation permettent justement de soigner ces fragilités et d'avancer dans la quête de l'idéal de démocratie. C'est ce que j'ai toujours choisi. Par le dialogue sincère,
notre démocratie se renforcera. Et malgré la charge des épreuves, nous resterons ainsi dans le bon sens de l'histoire, celle des grandes nations qui sortent encore toujours plus fortes des épreuves qu'elles traversent. Dans le respect des mécanismes normaux de la démocratie et de l'état de droit, le chef de l'État de réaffirmer sa volonté de se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel et de les faire appliquer pour que le scrutin soit tenu dans les meilleurs délais. En convoquant ce dialogue, qui n'est pas le premier du genre, je n'ai qu'un seul objectif: trouver un consensus sur la date de la prochaine élection présidentielle, afin que le scrutin se tienne dans les meilleures conditions d'organisation et de transparence qui en garantissent la crédibilité, étant entendu qu'il se déroulera comme d'habitude sous observation nationale et internationale. À travers ce dialogue et par les ressorts de la société sénégalaise, il s'agit pour le président Macky Sall de trouver les mécanismes appropriés pour garantir la continuité de l'État. Dans son discours d'ouverture, le président Macky Sall a également émis sa volonté d'examiner dès ce mercredi en Conseil des ministres un projet de loi d'amnistie générale sur les faits relatifs aux événements de 2021 et 2023, ce dans un esprit de réconciliation nationale pour surmonter les défis et assurer l'unité de tous les Sénégalais autour d'un idéal paix et de stabilité. Nous l'écoutons. Dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi, en Conseil des ministres, d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Je souhaite, au-delà du souci légitime de justice et de redevabilité, que l'amnistie et le pardon, par leur vertu salutaire pour la nation, nous aident à surmonter ces moments difficiles afin que notre cher pays se réconcilie avec lui-même en remettant toutes ses forces vives autour de l'essentiel, c'est-à-dire la sauvegarde de notre unité nationale, toute sensibilité confondue, et la préservation de l'état de droit et de la République. Cela permettra de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale et de maintenir le rayonnement démocratique de notre pays. Les acteurs politiques sont en première ligne dans ce dialogue national. Après le discours du chef de l'État, les candidats validés et ceux dissolués ont exprimé leurs arguments au Marnier. Les assises impulsées par le président de la République mettent en lumière un débat sincère portant sur une situation qui appelle des solutions de sortie de crise. Et puisqu'on est dans le cadre d'un dialogue, toutes les positions s'expriment. D'abord, celles qui émanent de candidats déjà validés. Notre coalition, la coalition John 2024, réitère son souhait qu'il n'y ait pas d'interruption du processus électoral, par respect du principe des droits acquis. Que faire, Monsieur le Président, des candidats qui sont aujourd'hui validés par le Conseil constitutionnel? Je pense qu'il est important que ceux qui sont validés puissent continuer dans le processus tel qu'en tout cas il est souhaité. C'est peut-être ce manque de précision qui a fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas avec les autres candidats. Si la chose avait été bien précisée, je pense que le consensus serait déjà obtenu. Cela ne veut pas dire que tout doit être fermé. Bien sûr, dans le respect d'abord
des droits acquis, il y a également certainement des ouvertures possibles. Et c'est le dialogue qui devra assister le chef de l'État sur les propositions à bâtir et à soumettre au Conseil constitutionnel. Monsieur le Président, je peux témoigner que vous tenez au respect des institutions de la République, à la bonne marche des institutions. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, nous devons dialoguer. En ce qui me concerne, je suis un partisan acharné du dialogue, un partisan acharné de la paix. De ce point de vue, je salue cette initiative, position que je défends à vos côtés depuis longtemps. Deuxièmement, Monsieur le Président de la République, ma préoccupation, c'est surtout le pays. Nous devons aller vite aux élections, comme vous le dites, dans le respect des institutions, mais dans la paix. La paix n'a pas de prix. Nous devons tous pouvoir échanger entre Sénégalais, discuter, dans le respect des institutions, des lois et règlements, et voir aujourd'hui, tenant compte du contexte, quelle est la formule la plus appropriée pour aller aux élections en paix et à bonne date. Dans le débat agité, il y a ceux qui souhaitent la reprise de tout le processus, se sentant lésés par le système électoral. Nous avons parlé des clés USB au format illisible. 9 candidats éliminés parce qu'on n'a pas été en mesure de lire leurs clés USB. Est-ce que notre démocratie doit être résumée à de la bureautique? Nous avons également parlé, Monsieur le Président de la République, de régions entières où des parrains ont été supprimés. Nous avons également parlé de fichiers de candidats qui ont été parasités par des textes externes. Et nous avons parlé surtout de ces 900 000 Sénégalais dont nous avons les cartes électeurs et qui sont déclarés, quel que soit le motif d'ailleurs, qui sont déclarés électeurs non trouvés dans le fichier électoral. Nous pensons que le Sénégal a dépassé ce stade. Les avancées démocratiques acquises de haute lutte ont été rappelées durant cette séance. La conviction des acteurs politiques est que l'image du Sénégal ne saurait être écornée. Ce qui me fait le plus mal dans cette crise, c'est l'implication des médias étrangers et de certaines chancelleries. Il y a une radio internationale, quand elle parle de la crise au Sénégal, elle est comme une actionnaire majeure de la vie politique du Sénégal. Le président Macky Sall doit donner une date. On lui a donné un deadline le 2 avril. Qu'est-ce qu'il attend, etc. C'est toujours le flou au Sénégal. C'est incroyable comment ces gens pensent que le destin du Sénégal est entre leurs mains et c'est eux qui doivent le décider. C'est inacceptable. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire à des patriotes, des gens qui ont lutté toute leur vie pour le Sénégal. Nous n'accepterons de diktat d'aucun pays du monde, y compris les pays qui prétendent être de grandes démocraties et qui nous ont fait une démonstration de leur capacité à utiliser leurs forces de défense et de sécurité dans leurs institutions pour faire valider le vote d'un président de la République. Ce sont ces mêmes pays qui nous disent que le vote de votre Assemblée nationale est illégitime. Au nom de quoi? Qu'est-ce qui leur donne ce droit? Ces positions exprimées donnent sens à ce dialogue. Tous les avis seront pris en charge en vue de permettre au chef de l'État de fixer la date de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Le dialogue national rassemblant les principales composantes de la société sénégalaise a été largement salué par les acteurs politiques et économiques et ceux de la société civile. Réunis autour d'une vision commune, ils ont exprimé leur soutien au discours du président de la République en soulignant leur aspiration à la paix durable et à la tenue d'une élection présidentielle sereine. Salusek a recueilli leurs témoignages. Je suis très content d'assister à cette réunion pour la bonne et simple raison qu'il n'est pas tard de se parler. Je l'ai toujours dit, ce pays c'est un pays de dialogue. S'il y a des problèmes, depuis toujours ça se règle autour d'une table. C'est pour cela que lorsque M. le Président de la République a appelé les forces vives de la nation à assister à cette séance de discussion, moi en tant que membre du secteur privé et président de la Chambre de commerce de Dakar, nous avons dit que bravo, parce qu'il n'est pas tard
le fait de poser le problème sur la table, on peut y avoir des solutions. Je demande à tout un chacun quand même de regarder le Sénégal. Nous avons certes des problèmes, et ces problèmes ne sont pas insurmontables. C'est pour cela que nous, du secteur privé, nous avons intérêt à apaiser. Ce qui s'est passé, nous avons vraiment payé un lourd tribut. C'est la responsabilité de tous les acteurs de comprendre que le dialogue est consubstantiel à la démocratie. Et quand on est dans des moments d'impasse aussi graves, dans des moments aussi graves pour notre système démocratique et pour notre pays, moi je pense à cette jeunesse, je pense à ces populations qui souffrent au quotidien et dont les acteurs politiques doivent apporter des réponses. Mais si nous ne pouvons pas nous retrouver autour d'une table pour échanger, discuter, aller vers une confrontation de nos idées et de nos arguments par rapport à cette situation qui, quoi qu'on dise, est une situation d'une extrême gravité. C'est une première dans le système électoral sénégalais. Mais je pense que si on refuse de dialoguer, c'est la main tendue à des forces extérieures, c'est la main tendue à des risques par rapport à la violence qui peut chahuter le développement de notre pays et nous n'y avons pas intérêt. C'est un discours qui aujourd'hui nous rassure. Parce que quand le président de la République nous dit, et puis d'ailleurs c'est des propos qu'il réitère, qu'il a déjà terminé son mandat et qu'au-delà du 2, il ne sera plus le président de la République. Donc je pense que c'est des propos qui nous rassurent. C'est des propos qui aujourd'hui montrent effectivement que nous avons un chef de l'État qui veut tout simplement organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Un chef de l'État qui ne veut pas aujourd'hui nous laisser un pays où en tout cas la sécurité est menacée, un pays qui est déchiré. Et là également je pense que nous en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons un rôle important à y jouer. Je suis rassuré par ces voix que j'ai entendues. J'ai entendu des hommes et des femmes qui aiment le Sénégal. J'ai écouté un président déterminé à positionner le Sénégal sur les voies de l'émergence, ce qu'il fait depuis 12 ans, mais un président qui est déterminé aussi à laisser ce pays entre de bonnes mains, mais surtout à laisser ce pays dans la stabilité, dans la prospérité, et un pays qui va effectuer une élection de façon apaisée. Et donc je sors de cette première séance, de cette première journée très rassuré, étant entendu que c'est des hommes et des femmes, comme je l'ai dit tantôt, qui sont des politiques parfois, et qui sont des religieux parfois, mais qui aiment le Sénégal de façon générale. Donc je suis convaincu que ces travaux vont permettre de trouver très rapidement la solution qui va nous permettre très rapidement aussi d'organiser une élection apaisée pour un Sénégal de paix comme on l'a toujours connu. Le Sénégal est un pays de tradition de dialogue et c'est important au vu de tout ce qui s'est passé que nous puissions nous retrouver autour de l'essentiel, parce que l'essentiel est le Sénégal. Et le président Macky Sall, ce n'est pas la première fois qu'il tend la main à toute la nation sénégalaise, ce n'est pas la première fois qu'il appelle les forces de la nation à se retrouver autour d'une table, parce que nous le savons tous, toutes les grandes crises ont trouvé des solutions autour d'une table. Aujourd'hui, tout le monde l'a constaté, il y a des candidats spoliés, il y a également d'autres candidats recalés qui ont décrié le processus électoral, qui ont décrié véritablement ce qui s'est passé durant le processus. Et c'était l'occasion aujourd'hui de pouvoir nous réunir autour d'une table et de voir les voies et moyens, comment arriver à des consensus forts qui nous permettraient véritablement d'aller à une élection présidentielle apaisée, une élection présidentielle transparente, une élection présidentielle inclusive, comme le souhaite le président, son Excellence Macky Sall. Les interventions des femmes, véritables ambassadrices du Sénégal sur la scène internationale, illustrent leur rôle central dans la promotion culturelle et au sein des organisations sous-régionales. Leur engagement souligne l'importance cruciale de résoudre les problématiques nationales dans l'unité et le dialogue. Oumarning. La voix des femmes a résonné durant la session. Le drapeau national en bandoulière, elles ont une conviction forte. Le Sénégal ne plongera pas. Parce qu'au Sénégal, vivent des hommes et des femmes responsables. Au Sénégal, certes, nous pouvons avoir des dysfonctionnements, des malentendus, des incompréhensions, mais nous avons la maturité, la sérénité, la dignité et surtout la citoyenneté et la conscience de nous réunir pour régler toujours nos problèmes en famille. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui grâce au chef de l'État. Donc j'invite les Sénégalais, hommes et femmes, les artistes,
les jeunes, tout le monde à se réunir autour de l'essentiel. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est la paix, la sécurité, la cohésion sociale. L'essentiel, c'est que le drapeau du Sénégal continue de briller et de garder son image. Et son image, c'est que le Sénégal fait partie des pays les plus beaux d'Afrique dont nous pouvons être fiers. Et moi, j'en suis profondément fière. En dehors de la promotion de la culture, les femmes sénégalaises sont sollicitées dans plusieurs foyers de tension en Afrique. Notre pays n'est pas à ce niveau. Ce dialogue est la preuve que la démocratie sénégalaise reste intacte. Nous mesurons avec nos différents amis du monde entier ce que c'est que la paix, ce que c'est que vos efforts pour qu'on ait une paix stable dans ce pays. Ceux qui s'agitent, on ne leur souhaite pas de connaître autre chose que la paix. Donc vous n'avez pas le droit de ne pas rester dans la conduite et dans l'habitude qu'on vous connaît et de continuer à surveiller votre pays contre vents et marées, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle Etudiam, qui travaille beaucoup sur ce sujet, tel que vous le savez, vous invite à recueillir tous nos avis et à vous retirer et prendre la décision la plus sage, la plus importante, mais la plus rapide pour notre pays. Parce que, quand même, on ne peut pas continuer à laisser des gens balafrer le pays, fustiger, humilier le pays et la démocratie par des propos quelquefois véritablement extrêmement exagérés par rapport à la situation que nous vivons. Qui ne se déplace pas dans ce pays, Monsieur le Président, tel que soient maintenant les arrangements, les consensus que nous devons construire pour y arriver, Monsieur le Président, vous devez serrer la main au nouveau président. La nécessité de maintenir le cap, l'urgence de travailler à la stabilité du pays. Dans cette dynamique, les femmes se sont donc illustrées durant l'ouverture de ce dialogue national présidé par le chef de l'État. Et justement, le dialogue national s'est achevé il y a quelques heures sur une note d'espoir débouchant sur des propositions concrètes pour résoudre la crise politique. Parmi elles, la fixation de la présidentielle au 2 juin 2024, une ouverture partielle des candidatures et des directives claires pour la période de transition sous la houlette du chef de l'État. Explication avec Salou Sek. Au deuxième jour du dialogue national, les deux commissions mises en place ont échangé sur 2 points. La date de l'élection présidentielle avec l'ouverture partielle des candidatures et la gestion de la transition après le 2 avril. Des échanges à huis clos qui ont permis de proposer des pistes de solutions. Il y a eu des échanges et finalement, la date qui a été retenue en tenant compte des différents événements qui jalonnent la période du processus. On a parlé quand même du carême de la communauté chrétienne, le ramadan pour les musulmans et juste quelque temps après la tabaski. Donc en tenant compte quand même comme point limite l'hivernage également. C'était même par le doute et décembre, n'oubliez pas. Et finalement, je crois qu'après différents échanges, on a eu à retenir la date du 2 juin. Pour la vacance du pouvoir après le 2 avril, des propositions ont été faites par les participants au dialogue national. Tout le monde a dit que vraiment nous devons tous réfléchir pour qu'il n'y ait point d'instabilité au Sénégal. Et nous ne devons pas aussi rester là et regarder le pays aller vers l'aventure. C'est pourquoi nous nous sommes dit que la gestion de l'après-2 est essentielle pour nous. Il faudrait bien qu'il n'y ait pas un vide institutionnel au Sénégal. C'est pourquoi la plupart ont pensé que l'article 36.2 de la Constitution devrait être appliqué, que le président qui est en place puisse gérer la période de transition ou bien la période d'intérim entre le 2 avril et l'installation du prochain président, pour qu'il n'y ait aucun vide. Alors là, on ne veut pas aller à l'aventure. Et nous pensons quand même que la stabilité du Sénégal en vaut la peine. D'autres ont proposé l'idée, s'il y a difficulté d'interprétation, de saisir le Conseil constitutionnel, de lui donner la primauté, parce que c'est lui l'interprète officiel et autorisé, sans possibilité de recours de la Constitution. S'il donne une lecture donnée des articles combinés en disant c'est ça, sa décision s'applique erga omnes. Donc, n'est susceptible d'aucun recours et s'applique à tout le monde, autorité administrative, politique et juridictionnelle.
Le maintien des candidats retenus par le Conseil constitutionnel et l'ouverture partielle des candidatures ont été également proposés et le rapport sera soumis au chef de l'État. À présent, direction Abu Dhabi où la 13e conférence des ministres du commerce est entrée dans une phase intense avec des négociations clés. Les représentants de 164 nations, y compris la délégation sénégalaise, se réunissent pour tracer les contours de l'avenir du commerce mondial, priorisant les secteurs de la pêche, de l'agriculture et de l'économie numérique. Le Sénégal vise à renforcer sa position sur la scène internationale. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Papsi Didja et Kaltoum Gaye. Un des sujets qui cristallise l'attention dans cette conférence, les négociations sectorielles. Sur la table, les dossiers de deux secteurs clés de l'économie mondiale, la pêche et l'agriculture. C'est l'occasion pour les peuples de revoir les accords, mais surtout de trouver des compromis. Quant à l'économie maritime, plusieurs branches sont concernées. Il y a des disciplines qui sont en discussion. Donc, comme je l'ai dit, c'est les subventions qui contribuent à la surpêche et la surcapacité. Donc c'est des subventions que les membres essayent d'interdire. Et le Sénégal donc, est un membre actif de ces négociations-là parce qu'il compte beaucoup sur l'interdiction de ces subventions pour protéger donc, ces ressources halieutiques. Donc ces dernières années, nous avons constaté que les ressources ont beaucoup diminué à cause donc, des subventions. De la surpêche, de la surcapacité et nous comptons sur l'OMC pour réduire ces subventions-là et préserver donc les ressources naturelles. Il y a aussi la question des zones de pêche. Nous avons les 12 000 marins qui sont, la distance sur laquelle notre pêche artisanale est plus dynamique. Mais au-delà de ces 12 000 marins, jusqu'aux 200 000 marins qui représentent notre zone économique exclusive, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on doit aussi les laisser à la merci des entreprises de pêche qui ont des capacités importantes et qui peuvent porter atteinte à notre souveraineté alimentaire? Donc sur tous ces sujets, les pays les moins avancés, les pays en développement, mais aussi les pays africains ont développé un certain nombre d'arguments pour demander à ce que la pêche artisanale soit sauvegardée et qu'on le sorte du champ de ces négociations. Et pour l'agriculture, un secteur qui a une importance capitale dans les pays en développement, ces négociations ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ont été entamées depuis 2000 et le Sénégal a une position claire. Parmi les pays qui sont membres de ce qu'on appelle les PEDIN, pas des pays développés, mais qui sont importateurs nets de produits agricoles, ces pays souhaitent que la disposition qui est proposée actuellement, d'étendre, n'est-ce pas, les mesures de soutien, mais aussi de détention de stock, les faveurs liées à l'exemption pour les restrictions sur les importations, que tout cela puisse leur être appliqué. Et pour le moment, c'est un grand problème, j'allais dire même c'est un peu un blocage. Nous, dans ça, ce qu'on a indiqué, c'est clairement que nous supportons cette mesure, mais que ça soit limité, n'est-ce pas, aux pays les moins avancés. Donc, ce sont des faits qui prouvent que de plus en plus au niveau de l'OMC, on doit revoir ces règles pour gommer les asymétries entre acteurs. Parce que si les règles ne sont pas établies et si elles ne sont pas protectrices des pays les plus vulnérables, nous serons dans une situation où, par quelques restrictions ou peut-être par quelques règles qui sont édictées de façon unilatérale par certains pays, l'inflation va sévir dans des pays qui n'ont rien à voir avec ces réalités économiques. On va subir donc les conflits des autres, on va subir les politiques intérieures de certains pays, alors que sur le marché mondial, il y a de quoi nourrir le monde entier. D'où l'importance de ces négociations qui, à travers des décisions unanimes, peuvent maintenir cet équilibre. Pour la pêche, l'espoir d'une signature est permis. Quant à l'agriculture, les négociations peuvent se poursuivre jusqu'à la CM14, prévue au Cameroun en 2026.
Sous le signe de la transparence, la Commission nationale de gouvernance a organisé ce matin une session d'information mettant en lumière les défis et avancées dans le secteur minier et la gouvernance nationale à travers la présentation de rapports détaillés. Cette rencontre souligne l'engagement résolu du Sénégal à adhérer aux principes de transparence et d'efficacité dictés par le NEPAD. Un compte-rendu de Lamine Touré. Une assemblée générale sous forme d'évaluation de ses activités de terrain, la Commission nationale de gouvernance a travaillé sur 2 missions essentielles dont les rapports ont fait l'objet de présentations. C'est le Sénégal qui s'est porté volontaire pour une évaluation de son secteur minier. Une délégation s'est rendue à l'intérieur du pays, bien entendu après un atelier de lancement. Le rapport est disponible. Il y a eu aussi la deuxième partie ou la deuxième étape, si vous voulez, de ce que l'on appelle le rapport national sur la gouvernance. Là aussi, il était question d'évaluer la gouvernance au Sénégal sur tous les plans, c'est-à-dire sur tous les secteurs. Secteur privé, secteur de l'administration, secteur parapublic privé. La Commission nationale de gouvernance découle du mécanisme africain d'évaluation par les pairs dans le cadre du NEPAD. La démocratie, la gouvernance politique, économique et même dans l'entreprise font partie de son plan d'action. La Commission nationale de la gouvernance, c'est la synthèse de ce qu'on appelle les 3 pôles de notre République. Vous avez l'administration qui est représentée, le secteur privé, vous avez aussi la société civile qui est représentée. Au départ, la commission était composée de 80 membres, mais il y avait un problème d'efficacité qui se posait. Là, maintenant, c'est à moitié, c'est-à-dire que nous sommes à 40 membres. Comment nous nous ouvrons aux autres secteurs? Par le canal des points focaux qu'il y a dans les différents ministères. Si une question concerne, par exemple, le ministère de la Justice, il y a le point focal qui est au niveau du ministère de la Justice. Dans notre ministère, vous avez des points focaux. Lors du lancement, par exemple, du rapport national de la gouvernance, la réunion a été élargie à tous les points focaux, à savoir les ministères. Au lieu qu'on invite les ministres directement, ce sont les points focaux qui sont invités et qui permettent d'être nos relais et les relais de la direction de l'évaluation de politique de bonne gouvernance. Une approche dynamique et inclusive qui a fait du Sénégal un modèle de bonne gouvernance en matière de développement économique, une satisfaction exprimée par le ministère de la Justice, autorité de tutelle de la CNG. Au cours de l'année 2023, nous avons reçu une délégation namibienne qui est venue s'inspirer de l'expérience du Sénégal. Parce que la Namibie a constaté que le Sénégal a fait un effort très important dans le domaine de l'évaluation. Je pense que le président Diouf le disait tout à l'heure, qu'en matière de transparence, le Sénégal est un bon élève. Dans le cadre de l'ITIE, on est premier, mais aussi dans le cadre du MAEP, on fait partie des meilleurs élèves. C'est pourquoi aujourd'hui, le Sénégal est considéré comme une référence en matière de bonne gouvernance. Depuis juin 2023, une nouvelle équipe mène au destiné de la Commission nationale de gouvernance. Elle s'inscrit dans la continuité en rapport avec la vision politique des pays qui ont en partage le NEPAD. Le gouvernement du Japon a alloué plus de 1 milliard de francs CFA au Sénégal dans le cadre du projet Amélioration de la qualité de vie et des moyens d'existence des femmes transformatrices de poissons en Casamance. Piloté par la FAO, ce projet vise à améliorer significativement les conditions de vie des femmes dans le secteur de la transformation du poisson en développant des infrastructures post-récolte. Anis Nyanyamane. Cette signature marque le début de la mise en œuvre du projet d'amélioration de la qualité de vie et des moyens de subsistance des femmes transformatrices de poissons en Casamance. Accord piloté par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La FAO compte ainsi accompagner les femmes transformatrices des produits halieutiques en stallage, fumage du poisson et des crustacés. Pour une meilleure gouvernance des chaînes de valeur des pêches, il est indispensable que les femmes soient bien intégrées et mieux représentées dans les instances de prise de décision. Cela est d'autant plus important qu'elles reçoivent l'appui technique nécessaire pour améliorer significativement la qualité de leur travail. La FAO accompagne les associations de femmes spécialisées dans la transformation des produits halieutiques pour améliorer leurs conditions de travail à travers l'adoption de pratiques de transformation modernes, efficaces, durables et respectueuses de l'environnement. Financé par l'ambassade du Japon à plus de 1 milliard de francs CFA, ce projet va permettre aux femmes d'être dans un environnement plus sain à l'abri des intempéries. Ce dont, dans mon temps, dans le milieu,
d'1,860 million dollars américains que le Japon met à la disposition du bureau de la FAO au Sénégal est destiné à la mise en œuvre d'un projet de renforcement des capacités des femmes transformatrices des poissons en Casamance. Et grâce à ce financement, elles pourront bénéficier de la technique de la transformation FAO qui a FTT réduit la difficulté du travail, fournit un rendement plus élevé avec des pertes après capture faibles. Cette technique permet également de garantir une meilleure qualité de leurs produits et d'accroître leurs revenus. Il s'agit de construire 5 unités de transformation et 25 fours FTT dans les localités de Cap Skirring, Elinkine, Fanda, Goudomp, Niaguis et Ziguinchor. Je puis vous assurer de l'attention particulière que je porte au développement et au déroulement du projet. Je ne doute point que les infrastructures et équipements ainsi obtenus seront utilisés à bon escient et contribueront à l'amélioration des conditions de travail des femmes transformatrices, mais également la qualité de leurs produits sera rehaussée. Ce projet, qui réunit la FAO, le gouvernement du Japon et l'État du Sénégal, devrait améliorer la santé des femmes transformatrices en réduisant les impacts négatifs de la fumée et préserver l'environnement. En plein carême, plongé ce soir au cœur du tribunal ecclésiastique, une instance judiciaire unique en son genre, nichée à Thiès. Depuis sa création en 2000, cette juridiction interdiocésaine étend son influence sur le Sénégal et la Mauritanie. Mais quelles sont précisément sa mission et son organisation qui en sont les acteurs clés? C'est un grand format signé Koumba Diakhaté-Mar. Il existe depuis 2000, mais peu connu du grand public. Et pourtant, le tribunal ecclésiastique interdiocésain de Thiès couvre l'ensemble des diocèses du Sénégal et de la Mauritanie. Chaque évêque doit avoir un tribunal dans son diocèse propre. Mais puisque dans le cadre du Sénégal, et d'autres cas bien entendu, quand il y a une carence de compétences ou bien quand les cas à traiter au niveau des tribunaux ne sont pas très nombreux, des évêques allient leurs forces pour créer ce qu'on appelle un tribunal interdiocésain. Et c'est le cas du Sénégal et de la Mauritanie. C'est l'évêque de ce diocèse, en la personne de Monseigneur André Gueye, qui en assure la modération. Dans ce tribunal, la justice est dite selon le droit de l'Église. C'est le code du droit canonique. C'est en latin et en français. D'accord. Donc, dans le code civil, on parle d'articles, d'alinéas et autres. Mais nous, on parle de canon et de paragraphes. Canon, c'est-à-dire article. Oui, c'est l'équivalent de l'article. Voilà. Oui, paragraphe, ça serait les alinéas. Ici, on a 1750 canons, bon, que l'on connaît, mais pas par cœur. Hein. Ah oui. On ne peut même pas. Ici sont traités tous les conflits ou litiges entre chrétiens, sauf les cas concernant les évêques. Parce que l'évêque ne peut pas être, il est le patron de son tribunal, donc il ne peut pas être jugé parti. Donc les cas liés aux évêques, s'il y en a, bon, heureusement qu'il n'y en a pas encore ici au Sénégal, hein, s'il y en a, normalement, sont des cas que le pape lui-même s'arroge. La plupart des cas jugés par le tribunal ecclésiastique sont liés au mariage. Par exemple, ce dossier Ndiaye Gueye, c'est un couple en conflit. Mais en fait, le premier patronyme, c'est toujours le patronyme de celui ou celle qui a introduit le dossier. Et l'autre, c'est l'ex. Et on est obligé de prendre contact même avec l'ex pour ficeler le dossier. Et avant que les couples n'arrivent ici, disons les conjoints séparés, souvent c'est parce qu'ils ont déjà fait leur affaire au niveau du civil, ils ont déjà obtenu le divorce. Et ici, à notre niveau, ce n'est pas une question de divorce. Parce que dans le langage de l'Église, dans le code de droit canonique que vous voyez là, le terme ou la terminologie divorce n'existe pas. Nous, au fait, quand on traite les dossiers de mariage, on parle de déclaration de nullité de mariage. Ça veut dire, nous, on remonte le cours du temps, parce que dans l'Église, il y a ce qu'on appelle des empêchements d'irrement. Il y a aussi ce qu'on appelle le vice de consentement. Quelqu'un peut consentir et ne pas donner un vrai consentement. Et donc, nous, on remonte le cours du temps et on s'intéresse à ce moment précis. Il y a au total 4 avocats et 5 juges au tribunal ecclésiastique interdiocésain, sans compter les 25 auxiliaires répartis dans les différents diocèses. Le tribunal a 3 sessions par an, la première en janvier, la deuxième au mois d'avril et la dernière en juin.
Le focus de ce 20h nous plonge ce soir au cœur de Dakar à la rencontre d'une communauté dévouée de jardiniers qui insuffle vie et couleur aux artères de la capitale. Armés d'abnégation et de persévérance, ces artisans de la verdure transforment le paysage urbain, surmontant les défis financiers inhérents à l'entretien des plantes. Focus réalisé par Damsila. Se focaliser sur les plantes, c'est le quotidien des jardiniers. Leur contribution sur la préservation de l'environnement et du cadre de vie n'est plus à démontrer. Ils rendent plus accueillants certaines places publiques, villas et maisons, après des journées de dur labeur. dañuy jënd téeru bu ñu jëndee téeru wut ay boutir wala ay semences. Le jardinage, c'est toute une procédure. Il faut de la fumée et autres matériels pour le réussir. D'abord, il faut bien entretenir les pépinières et les suivre jusqu'à terme. Pour arroser les plantes, on branche la pompe dans le puits. On arrose une partie et le lendemain, l'autre partie. Le métier de jardinage demande à la fois de la passion, de la patience et de l'abnégation. Certains ont fait la formation avant de la pratiquer, d'autres l'ont appris sur le tas. Depuis 2009, on est dans ce travail-là. C'est parce que tous les gens, tout le Sénégal commence à s'adapter par rapport à l'arbre là. On connaît l'importance de l'arbre. Même dans la route, mais nous fournissons parmi dans la sous-région là. Oui. En Mauritanie, en Gambie, dans les autres pays là. Ça fait 20 ans que je suis dans ce métier. Je l'ai appris sur le tas à travers un parent. Après 3 ans, j'ai créé mon propre jardin. Les jardiniers, de par leur expérience, parviennent à maîtriser les différentes variétés de plantes. Ils s'investissent également dans la culture du gazon, un business certes difficile à gérer, mais très florissant. Il y a des gazons qui s'adaptent à l'ombre, comme le gazon brésilien, à l'ombre, comme au soleil là. Mais le gazon chinois, c'est uniquement pour le soleil. Le gazon français peut être soleil, peut être ombre, mais c'est difficile à traiter. Et puis encore, là, le gazon là, c'est pas par picasse, c'est par semence. On repique les gazons, on les arrose avant de les vendre. Le mètre carré coûte entre 2500 et 3000 francs. Les plantes exposées sont de différentes variétés et les prix aussi ne sont pas les mêmes. Les clients, eux, chacun son choix et sa préférence. Certains viennent acheter des arbres fruitiers, d'autres des plantes de décoration. Ensemble, 20 000 francs, les plantes, il y en a qui coûtent 20 000, 15 000 ou même 10 000 francs CFA. Moi, je préfère celles qui coûtent 20 000. Les fleurs sont importantes dans le cadre de vie. C'est pourquoi je veux les planter aux alentours de ma boulangerie. Le jardinage, un métier plein d'opportunités. D'abord, il participe à l'embellissement de notre cadre de vie, mais aussi contribue au renforcement de l'environnement, tout en permettant aux acteurs d'en faire un véritable business. Le grand format découverte s'intéresse ce soir au Centre de formation professionnelle horticole de Cambérène, un véritable creuset de savoir-faire et d'innovation dédié à cultiver l'excellence en maraîchage, production d'arbres, fruitiers et plantes d'ornement. Ce centre se dresse comme un pilier de l'agriculture durable au Sénégal. Toutefois, malgré ses aspirations élevées, le centre fait face à des défis de taille, notamment en termes de financement et d'infrastructures. Grand format signé Moussa Mané. C'est sans doute les conditions écologiques favorables au développement de plusieurs espèces végétales qui ont guidé les autorités d'alors vers cette zone humide pour créer le centre de formation professionnelle horticole de Cambérène. Au fil des années, il a su trouver sa place dans cet écosystème. L'école a été créée en 1960 sous l'appellation de Centre horticole de Cambérène. En ce moment, l'école avait pour vocation de former des techniciens qui devaient se charger de l'aménagement, de l'entretien des jardins et des espaces verts au niveau de la région de Dakar. Mais en temps, il y a eu la réforme de 1975. En 1970, il y a aussi une autre réforme par décret présidentiel
qui a donné le nom au Centre de formation professionnelle horticole, CFPH. Plusieurs disciplines sont enseignées dans ce centre. Il s'agit des techniques de maraîchage, l'arboriculture fruitière, la production de plantes d'ornement. Les élèves sont aussi initiés à la comptabilité, la gestion, l'entrepreneuriat agricole, entre autres. En plus de ces activités-là, nous faisons aussi de l'aménagement paysager. Apprendre à nos techniciens comment aménager un espace vert, comment aménager un jardin d'agrément, comment même aménager une pelouse gazonnée destinée au foot ou bien même aux hippodromes. Les apprenants sont pris donc à partir du niveau de la 4e et c'est sur concours qu'ils accèdent au centre. En plus du CAP, il y a le brevet du technicien. On y accède avec le BFM. Et quand on a le bac, on ne peut plus faire le brevet du technicien supérieur. La formation dure entre 2 et 3 ans, selon les niveaux. Quant au cours, il commence à 8 heures et vague à 16 heures. Considéré comme un incubateur, le centre allie la théorie à la pratique. Dès le matin, les classes sont réparties en groupes pour aller dans les différents carrés où nous avons des cultures maraîchères, des cultures fruitières et des cultures ornementales. Et il y a aussi des techniques sur l'aménagement paysager. Donc les TP se déroulent actuellement entre 8h et 11h. Et ce matin, l'exercice pratique du jour se déroule dans le périmètre maraîcher de l'école. Les élèves de première année entretiennent les différentes spéculations qui sont à un stade avancé. On doit faire le nettoyage d'abord. On fait le piquetage. Après le piquetage, on mesure et on met du fumier, on arrose. Après les arrosages, on bêche, après on arrose. Après l'arrosage, on sort les lignes de semis. Après, on sème. Les étudiants, à leur sortie, doivent être en mesure de maîtriser toutes les itinéraires techniques des spéculations. C'est eux qui vont faire la préparation du sol, qui vont installer les cultures et qui vont faire toutes les activités d'entretien jusqu'à la récolte. À côté du périmètre maraîcher, des espaces sont réservés à la production de plantes d'ornement. Ici, on cultive plusieurs espèces de palmiers et d'autres espèces qu'on retrouve dans des espaces publics. Un autre espace accueille les plantes fruitières. Le centre s'est aussi lancé dans la culture in vitro. Toutes ces plantes entretenues par des élèves sont destinées à la vente pour permettre au centre de générer des ressources. Avec la culture in vitro, à partir d'une plante, on peut avoir un millier de plants. Ça va permettre au centre de formation professionnelle horticole de se positionner en matière de production de plantes d'ornement d'une valeur ajoutée extrêmement élevée. À la fin de la formation, l'élève est capable d'en faire autant pour entreprendre ou s'insérer dans une structure. Soit ils mènent leurs propres activités, soit ils sont employés dans des organismes comme l'ANIDA, l'ANCAR, la Sodefitex, la compagnie sucrière sénégalaise, les domaines agricoles communautaires et aussi dans le privé. L'ambition de l'école aujourd'hui est de former des entrepreneurs agricoles, des diplômés capables de mener leurs propres exploitations. C'est dans ce cadre que la direction du centre a signé des conventions de partenariat. C'est à ce titre que nous avons signé une convention avec le Proval CV et le 3FPT. Maintenant, ceux qui ont un minimum du BFM peuvent s'inscrire maintenant au niveau du centre de formation horticole pour bénéficier d'une formation de courte durée, 3 mois, donc avec les différentes filières. Avec un corps professoral composé de 3 ingénieurs agronomes, l'école est dans une phase de mutation, d'où l'arrivée d'autres spécialistes comme la pathologie végétale, l'entomologie agricole. Ceci pour répondre aux besoins de formation. Cependant, l'école a dépassé largement sa capacité d'accueil. Nous avons besoin de nouvelles constructions. S'il est possible vraiment d'avoir de nouvelles salles de classe, encore plus modernes et plus spacieuses, qui nous permettraient d'ailleurs d'augmenter le nombre d'apprenants que nous engageons, que nous enrôlons. Essayer de voir comment faire pour réécrire les curricula. Parce que c'est en mettant sur le marché des produits compétents qu'on pourra garantir leur insertion et leur insertion stable. Nous voulons que s'ils s'insèrent, qu'ils restent au niveau de leur poste.
Le développement des nouvelles technologies a poussé la direction du centre vers des formations en ligne. L'objectif est de permettre aux sortants en activité de poursuivre leurs études jusqu'au niveau supérieur. Avec le savoir-faire des élèves, l'école compte sur d'autres partenariats pour accompagner les plans de reboisement dans les villes, surtout à Dakar. Voilà pour ce grand format découverte sur le centre de formation professionnelle horticole de Cambérène. Le directeur de l'environnement et des établissements classés s'est rendu à Kafountine, dans le département de Bignona, pour examiner de près les dégâts causés par l'érosion côtière. Cette inspection approfondie a révélé les défis pressants engendrés par la progression de la mer, accentuant la nécessité d'intervention immédiate et efficace. Michel Mendy. Des câbles et des conduites d'eau potable déterrées, des infrastructures détruites. À Kafountine, la pêche et le tourisme sont menacés par l'avancée de la mer. Chaque année, les vagues peuvent engloutir plus de 5 mètres de terre par endroit. Un phénomène inquiétant accéléré par des houles exceptionnelles notées ces dernières années. En moins de 2 mois, avec la houle, pour ceux qui étaient là, le 12 janvier passé, et actuellement, aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de 5 mètres qui sont déjà dans l'intervalle, qui sont déjà engloutis. Et là où nous sommes là, il y a 10 ans derrière, on était pratiquement à 50 mètres ou 100 mètres du trait de côte de la mer. Donc la mer avance de façon vraiment très intense. Et c'est ce qui fait que vraiment tout le monde est inquiet présentement là où nous sommes. Voilà. Dans un contexte de changement climatique, il ne faudrait pas exclure qu'on ait régulièrement ces phénomènes climatiques extrêmes qui vont impacter négativement les infrastructures que nous avons sur la plage. Nous sommes dans un contexte de changement climatique. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de prévoir ce que demain sera fait, surtout en matière de climat. Face à cette situation alarmante, certains font preuve d'ingéniosité avec les moyens du bord, mais pas suffisant pour arrêter l'avancée de la mer. La lutte demande beaucoup d'investissement. Vous avez vu, j'ai dit tout à l'heure que l'usine Dragonfish, on a mis en place un mur. Le mur est en train de se fissurer. Et c'est beaucoup de millions certainement qui ont été investis pour mettre en place ces infrastructures. On n'arrête pas la mer avec ses bras. C'est pourquoi il faut des données scientifiques fiables pour faire des propositions d'aménagement qui résistent au temps et à l'assaut des vagues. À Tchaoulène, nous avons mis en place une digue frontale. La digue frontale, c'est 750 mètres, ça nous a coûté presque 3 milliards. Les infrastructures qu'on a mis en place au niveau de Saly Portudal, c'est plus de 20 milliards. Si on devait aujourd'hui mettre en place des infrastructures ici, il faut estimer les coûts, faire les études techniques qui devraient nous permettre de nous assurer que les infrastructures de protection côtière que nous mettons en place sont les infrastructures les mieux indiquées pour protéger le site. Le directeur de l'environnement, accompagné d'universitaires de Dakar et de Ziguinchor, est venu constater l'ampleur des dégâts. Après cette visite, des solutions idoines seront proposées aux autorités compétentes afin de protéger Kafountine. Le problème est là et il faudrait aujourd'hui qu'on trouve des solutions. On ne peut pas faire du colmatage ou de l'approximation. Il faut faire un suivi régulier, avoir toutes les données scientifiques qui permettent maintenant de choisir l'option de protection côtière la plus indiquée pour protéger les infrastructures qui sont au niveau de Kafountine. Et en le faisant, on protège la commune, on protège, n'est-ce pas, les activités qui constituent aujourd'hui le poumon économique de la commune. Aujourd'hui, sa visite, en tout cas, est très réconfortante pour la population et pour nous-mêmes. Et en tant que technicien, bras technique de l'État sur les questions environnementales, nous sommes plus que soulagés. Parce que c'est tout simplement ce qu'on attendait, que l'État du Sénégal réagisse. En attendant la mise en place d'ouvrages de protection à Kafountine, la menace qui guette le cimetière de naufragés et le lieu de recueillement de l'âge Omar Futur Dal grandit de jour en jour. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi soir, mesdames et messieurs. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Les températures